Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, en ce 8 mars, nous aurions pu placer la clôture de nos assises sous le patronage d'Hélène Boucher, de Jacqueline Auriol, de Caroline Aigle, d'Aude Lemordant, mais je préfère saluer toutes celles qui, au quotidien, à la tête de nos compagnies, chère Anne-Marie, dans nos entreprises et dans chacun des métiers de l'aviation, expriment leur talent au service du transport aérien. Il y a presque un an, j'ai voulu que l'État réunisse l'ensemble des acteurs pour se donner un temps de réflexion collective sur l'avenir du transport aérien. Il y a bien sûr des enjeux économiques. Je sais combien ils sont dans toutes les têtes et je les ai bien à l'esprit. Mais pour ma part, je ne résume pas le transport aérien et ses défis à cette seule question. La transition écologique, l'aménagement du territoire, la capacité à innover sont des enjeux tout aussi essentiels. Je sais l'attente créée par ces assises, et même, disons-le, une certaine impatience. Je le prends comme un encouragement. J'assume donc que nous ayons pris tout le temps nécessaire pour ces travaux. D'abord parce que se doter tous ensemble d'une vision transversale à long terme sur un secteur aussi stratégique et complexe justifie de prendre du temps. Ensuite, parce que l'année 2018 n'a pas été mince en actualité pour le transport aérien, et j'ai voulu que nous tenions compte de ces changements dans nos réflexions. Aujourd'hui, l'ampleur des travaux réalisés est inédite. Pour cela, je voudrais ici vous remercier, professionnels, citoyens, élus et personnels de la Direction générale de l'aviation civile et des autres directions et ministères, vous qui avez mobilisé votre énergie et votre expertise sur cette démarche. Mes remerciements particulièrement appuyés vont au président des thèmes. Vous avez contribué, par l'impulsion donnée à ces travaux, votre pleine implication à la qualité des débats et permis l'émergence de très nombreuses propositions et pistes de travail. La liberté d'expression qui a prévalu pendant ces assises, et j'ai parlé à plusieurs reprises de discussions sans tabou, a permis de mettre sur la table un grand nombre d'idées. Chacun a ses idées, ses priorités, ses intérêts, qui pris séparément sont très légitimes, mais qui peuvent aussi s'opposer. Le rôle de l'État est de prendre en considération tous ces points de vue, parfois divergents, et de faire prévaloir l'intérêt général dans le souci de répondre aux exigences d'un transport aérien fluide, performant et durable. Car vous avez, vous, professionnels de l'aérien et élus, tout au long de ces assises, rappelé régulièrement, avec raison, combien le transport aérien est stratégique pour notre pays et au-delà pour le monde. Dans un contexte où l'acceptabilité d'une croissance sans limite du transport aérien ne peut être considérée comme acquise, nous devons nous interroger sur son rôle dans la grande nation aéronautique qu'est notre pays. Nous devons fonder notre vision en considérant son importance et sa pertinence indéniable pour notre économie, pour la connectivité de notre pays et pour la mobilité de nos concitoyens. Mais au moment où de nombreuses attentes sociétales s'expriment dans notre pays, soyons conscients que cette vision relève du défi. Je suis prête à le relever, mais il faut que chacun prenne sa part. C'est la raison pour laquelle le résultat de nos assises porte sur une stratégie nationale collective pour la période qui s'ouvre jusqu'en 2025. Entendons-nous sur le cadre et l'objet de cette stratégie. Elle doit, au-delà d'une simple liste de mesures, fixer un cap et organiser l'action publique sur le temps long, dans tous les domaines, au service d'une vision, assurer le développement durable du transport aérien français, performant au niveau mondial et outil de connectivité pour chacun de nos territoires, qu'il s'agisse du territoire métropolitain comme des territoires ultramarins, des métropoles comme des territoires ruraux. En cela, cette stratégie a vocation naturellement à guider les actions de l'État, mais elle doit aussi offrir à chacun des acteurs de l'aérien une référence commune
et les inviter à y inscrire leurs propres actions. Pour décliner cette vision, je voudrais partager avec vous 4 grandes convictions que j'ai pour l'avenir du transport aérien, qui sont autant d'axes de cette stratégie. Ces axes ont vocation, chacun, à être soutenus par des actions immédiates ou de plus long terme, dont la source se trouvera souvent dans les travaux fondateurs des Assises. Ma première conviction, qui est aussi une mise en garde, c'est qu'il n'y aura pas de développement pérenne du transport aérien si l'on ne crée pas toutes les conditions de son acceptabilité. Le premier axe est donc consacré à l'impératif de transition écologique pour notre aviation. Et si j'ai décidé de placer l'environnement en tête des axes de cette stratégie, c'est pour affirmer une responsabilité à la hauteur de l'ambition que notre pays a démontrée pour l'avenir de la planète. Je n'oublie pas que c'est au bord des pistes du Bourget qu'a été signé l'accord de Paris sur le climat. Quand le défi est global, le bon cadre d'action est forcément international. Loin des idées reçues, le transport aérien est le premier secteur économique à s'être doté d'un dispositif de compensation carbone au niveau mondial. 76 États, parmi lesquels les États-Unis et la Chine, dont les émissions totales représentent les 3/4 de l'activité aérienne internationale, se sont engagés à participer de manière volontaire à ce dispositif porté par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Je tiens à ce que la France continue à jouer un rôle moteur dans ce dispositif. Et j'assume de dire ici, au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire, que le transport aérien prend sa part au défi climatique. Nous devons continuer à démontrer la capacité du secteur à être force de proposition. Nous le ferons notamment au sein de l'Europe, où existe déjà un système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Je pense qu'il pourrait être rendu plus efficient, renforçant les incitations des compagnies aériennes à réduire leurs émissions. Les efforts de l'industrie aéronautique pour atteindre ces objectifs environnementaux, nous les partageons dans le cadre du Conseil pour la recherche aéronautique civile, le CORAC, qui est un exemple remarquable de la capacité d'une filière et de l'État d'avancer de concert sur des objectifs industriels. La feuille de route du CORAC, adoptée en 2017, a consacré comme une des priorités la réduction de l'empreinte environnementale. Et comme vous le savez, j'ai décidé de sanctuariser le soutien de l'État à la recherche à hauteur de 135 millions d'euros par an sur 5 ans, dans le cadre du Grand Plan d'investissement. L'enjeu est simple, mais de taille: préparer la prochaine génération d'aéronefs, celle de 2025-2030, mais aussi inventer les aéronefs plus disruptifs, tels que l'avion à énergie optimisée, l'avion connecté, voire un jour autonome. Pour préparer ces aéronefs de demain, cette dynamique doit être complétée. Je vous annonce que notre pays se dotera de 2 feuilles de route précises, d'une part sur les biocarburants aéronautiques, avec l'objectif de structurer une filière de carburants alternatifs et de se doter d'une trajectoire de déploiement réaliste, avec un premier objectif de substitution de 2% en 2025. Et d'autre part sur la biodiversité, pour mieux prendre en compte la protection et la valorisation de la biodiversité aéroportuaire dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité. Comme j'évoquais précédemment l'importance de prendre en compte l'acceptabilité du transport aérien, je pensais tout particulièrement aux riverains qui ne peuvent pas être les perdants de la croissance du trafic. Nous devons leur apporter des réponses à la hauteur. La stratégie intègre donc pleinement cette dimension et présente des pistes d'action très concrètes. Je pense par exemple à la généralisation des descentes continues à Paris-Charles de Gaulle à l'horizon 2023. Mais les riverains ont aussi besoin d'être accompagnés. Il existe aujourd'hui une aide à l'insonorisation, mais dont le délai de traitement est très long, trop long. Un dossier à CDG ou au Bourget peut mettre 4 ans pour être traité. Je ne peux pas m'y résoudre.
Aussi, je vous annonce que nous doterons ce dispositif de ressources supplémentaires à hauteur de 10 millions d'euros par an. Ceci permettra un retour à un délai normal de traitement des dossiers et une amélioration concrète pour des milliers de riverains. Je demanderai par ailleurs aux services de l'État dans les territoires de conforter l'animation régulière et équilibrée des commissions consultatives de l'environnement. Enfin, en écho à la mobilisation des élus des territoires concernés, je voudrais saluer Zivka Park, qui est parmi nous, je me félicite que les problématiques des riverains puissent être intégrées dans le cadre de l'examen au Parlement du projet de loi Pacte dans les dispositions relatives à la privatisation du groupe ADP. Les mesures de plafonnement et des mouvements et de couvre-feu à Orly seront bientôt inscrites dans la loi. Et je souhaite aussi que ce texte soit l'occasion de sanctuariser la contribution volontaire d'ADP au fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. La deuxième conviction que je voudrais partager, c'est que nous pouvons collectivement faire mieux pour la compétitivité économique de notre pavillon. Je pense que nous serons tous d'accord sur ce point. Le deuxième axe stratégique vise donc à assurer la performance du transport aérien français pour permettre à notre pavillon de tirer parti de la croissance du secteur. Pour gagner la bataille de la compétitivité et de l'emploi, nous devons jouer collectif et chacun doit prendre sa part. Je sais que le transport aérien supporte un niveau conséquent de taxes et de charges, l'équivalent de près de 50% du prix du billet si l'on intègre les redevances. Ceci pèse sur la compétitivité de nos compagnies et de nos hubs. Le gouvernement, assumant ses responsabilités, a rendu effectif plusieurs dizaines de millions d'euros de baisse de charges, avec, Vincent Capo-Canellas l'a rappelé, une baisse depuis le 1er avril 2018 de la taxe d'aéroport de l'ordre de 50 millions d'euros, une augmentation de l'abattement pour les passagers en correspondance à compter du 1er avril 2019 pour renforcer la compétitivité du hub de Paris, une mise à contribution des commerces des aéroports franciliens pour le financement des missions de sécurité et de sûreté aéroportuaire, et j'ajouterai la poursuite de la baisse des taux de redevance de route pour un montant de 100 millions d'euros. Au total, au terme de ces assises, les compagnies aériennes bénéficieront d'un allègement de charges de près de 220 millions d'euros entre 2018 et 2019. Alors je sais que beaucoup dans cette salle trouveront que c'est trop peu. Je veux aussi vous mettre en garde avec une certaine franchise. Il s'agit d'un effort que l'État accomplit à un moment où ce qui s'exprime dans le pays n'est pas spontanément un soutien à la compétitivité de notre transport aérien. Ça n'allait donc pas de soi. Et si nous assumons ce choix, c'est bien parce que nous croyons dans la nécessité de soutenir notre pavillon et que nous en faisons une question stratégique. Par ailleurs, je voudrais aussi rappeler que dans un monde globalisé, le transport aérien n'est pas le seul secteur à faire face à une concurrence féroce. Et la performance des compagnies françaises et leur réussite, comme de toutes les autres entreprises, est d'abord entre les mains de leurs dirigeants et de leurs salariés. Nous sommes et serons toujours à leurs côtés, chacun dans son rôle. Je voudrais à ce titre saluer la qualité du dialogue social établi entre la nouvelle direction d'Air France et les partenaires sociaux d'Air France-KLM, et je les invite à poursuivre dans cette voie. La récente opération boursière menée par l'État néerlandais n'entame en rien, au contraire, le soutien de l'État français qui demeure total. Nous serons vigilants à ce que les conditions soient maintenues pour que, dans le respect des intérêts d'Air France, le groupe reste un leader en Europe et dans le monde, en se fondant notamment sur la complémentarité de ses réseaux et de ses hubs. La compétitivité, c'est aussi s'assurer de la juste répartition de la valeur ajoutée entre les compagnies et les aéroports. Le projet de loi Pacte prévoit sur ce point que le gouvernement pourra agir par ordonnance pour porter une réforme de l'autorité de supervision indépendante, l'ASI. Mon engagement est clair, nous renforcerons son indépendance, mais aussi ses pouvoirs, afin de veiller au juste équilibre des relations entre les aéroports et les compagnies aériennes. Nos décisions interviendront d'ici l'automne.
Être performant, c'est aussi pouvoir sortir de certaines lourdeurs administratives, sans jamais compromettre, bien sûr, les principes absolus de sécurité et de sûreté aérienne. Nous avons donc élaboré ensemble un plan de simplification d'une cinquantaine de mesures, dont certaines ont d'ores et déjà été mises en place. Je sais que la FNAM, cher Alain Battisti, a porté la nécessité de cet élan de simplification. Un grand nombre de mesures que vous proposiez ont été reprises, mais ma volonté, c'est de poursuivre dans cette voie pour simplifier la vie de nos compagnies. Cette simplification, c'est par exemple une meilleure organisation de la DSAC et de l'OSAC pour plus de fluidité dans le traitement des demandes des compagnies aériennes, avec un meilleur suivi, la mise en place de guichets uniques ou encore la dématérialisation des procédures. J'ai aussi entendu d'autres demandes de simplification concernant les règles sociales. J'y suis ouverte dès lors que les mesures demandées résultent d'une concertation entre partenaires sociaux. Je les invite donc à se saisir de ces sujets. Le niveau de cotisation sociale a été également très débattu et j'ai souhaité que des inspecteurs de mon ministère et du ministère du Travail étudient de près l'écart qui peut exister avec d'autres pays. Ce chantier est délicat. D'abord parce qu'il est difficile de comparer des systèmes de protection d'un pays à l'autre. Ensuite, parce que le système français repose sur un principe de solidarité. Une baisse des cotisations mal maîtrisée pourrait altérer son efficacité. Le gouvernement n'entend pas non plus diminuer les prestations pour permettre une baisse des cotisations. C'est dans ce cadre que les travaux vont se poursuivre. Être performant, enfin, c'est se donner les moyens de trouver des réponses aux difficultés de recrutement. Je rappelle deux chiffres que Jean-Dominique Chertier a cités. 25% des effectifs du secteur partiront en retraite d'ici une dizaine d'années et 22 000 emplois seront donc à pourvoir à l'horizon 2030. L'État entend être un facilitateur de la négociation sociale en accompagnant les partenaires sociaux dans la conclusion d'un engagement pour le développement de l'emploi et des compétences, un EDEC. Il y a une autre réalité sociale qu'il faut regarder en face. Plus de 100 000 salariés travaillent pour le secteur aérien en France, dont 30 000 ne sont pas couverts par une convention collective. Cette situation introduit une distorsion entre salariés d'une part, entre entreprises d'autre part. Je souhaite que les partenaires sociaux s'engagent dans une négociation dont l'objectif sera d'élaborer une convention collective nationale couvrant l'ensemble des salariés du secteur aérien, dans le respect des spécificités sectorielles ou catégorielles et des règles de représentativité syndicale actuelles. Avec une telle convention, le secteur pourra ainsi se fixer un socle de droits et de garanties sociales commun à toutes les entreprises. Ça sera un changement complet de cadre pour lutter contre le dumping social. Cette convention permettra aussi d'aborder des vrais sujets de fond qui ne peuvent se traiter que dans un ensemble commun, comme l'emploi ou la prévoyance santé. La volonté des partenaires sociaux de s'engager dans cette démarche participe de la démocratie sociale et est porteuse de sens pour l'avenir du secteur. C'est un chantier majeur dont je mesure l'ampleur, mais je n'ai pas de doute que chacun de vous y sera attentif et vigilant. Pour sa part, au niveau national et dans le cadre d'un plan d'action et de contrôle, l'État va intensifier la lutte contre la fraude en mobilisant les services interministériels pour lutter contre le travail illégal, le travail dissimulé ou le non-recouvrement de certaines cotisations. De la même façon, l'État sera attentif au respect des règles du jeu en défendant sans cesse à l'échelle européenne et internationale un marché aérien où la concurrence loyale doit devenir une réalité. C'est le sens de la déclaration commune sur un agenda social dans l'aviation que j'ai cosignée en octobre avec 5 de mes homologues européens. La Commission vient de publier un rapport sur cet agenda social. Il s'agit d'un premier pas et les autorités françaises participeront activement au niveau européen à l'amélioration de la situation des salariés du secteur de l'aérien.
C'est aussi le sens des clauses de concurrence loyale qui accompagnent désormais les accords de services aériens conclus avec les pays tiers. La troisième conviction que je voudrais partager avec vous tient à la conception même que l'on se fait du transport aérien. Je considère que c'est un outil essentiel au désenclavement des territoires. Car il y a des politiques publiques pour l'aérien, mais le transport aérien est aussi un instrument de nos politiques publiques. Comme vous le savez, nous avons engagé une profonde réorientation de nos investissements dans les transports. Pendant des décennies d'une politique du tout TGV, beaucoup de territoires se sont trouvés laissés à eux-mêmes, avec comme seul horizon des promesses irréalistes de grandes infrastructures. Je préfère que l'on investisse dans une bonne desserte aérienne entre certaines de nos villes moyennes et la capitale, plutôt que de continuer de promettre des lignes à grande vitesse ou des autoroutes. Non seulement elles ne répondent pas forcément aux besoins, mais en plus, il faut être franc, elles n'ont aucune chance de voir le jour avant de nombreuses années ou au prix d'investissements financiers colossaux. Mon credo, c'est d'apporter les réponses adaptées et donc d'abord des réponses efficaces et rapides au territoire. Quand vous vivez à Castres, à Aurillac, au Puy-en-Velay, la desserte aérienne vers Paris est le lien qui vous unit rapidement à la capitale. Il est le maillon indispensable sans lequel les entreprises et les emplois ne resteraient pas dans ces territoires. L'aviation est donc un outil de développement économique ouvrant les territoires à l'échelle du pays, de l'Europe et du monde. Le troisième axe stratégique vise donc à connecter efficacement nos territoires aux flux de trafic aérien. Nous devons prendre en compte la nouvelle réalité institutionnelle issue de la loi NOTRe et agir en partenariat avec les collectivités territoriales et tout particulièrement les régions, chefs de file pour l'aménagement du territoire et le développement économique. Ce partenariat sera renforcé, notamment en s'appuyant sur les stratégies aéroportuaires que les régions souhaiteront ou ont d'ores et déjà mises en place. À cet égard, en réponse à la demande de nombreux élus locaux, nous allons confirmer les champs d'intervention possibles des différentes collectivités locales dans le transport aérien, notamment au titre du développement économique et touristique. Nous devons aussi capitaliser sur la pertinence que représentent les lignes d'aménagement du territoire. Je suis fier d'avoir quadruplé le budget consacré au financement de ces lignes en 2019. L'effet s'en fait déjà sentir. Le 13 février a eu lieu la signature de conventions de délégation de services publics pour les liaisons entre Limoges et Paris et Limoges et Lyon. J'ai pu également annoncer lundi à Castres un engagement très attendu de l'État à hauteur de 4 millions d'euros. Cette semaine encore, j'ai pu signer l'arrêté permettant le maintien d'une desserte entre Quimper et Paris. Ces subventions sont indispensables et je les assume. Mais la fiabilité de ces liaisons et la qualité de service doivent être au rendez-vous. Et je souhaite également à cet égard que les conditions d'accueil de ces liaisons d'aménagement du territoire dans les aéroports franciliens soient améliorées et je prévois d'en inscrire les principes dans le cahier des charges qui sera applicable au groupe ADP. Relier nos territoires, c'est aussi agir sur les droits de trafic pour soutenir la desserte de nos aéroports métropolitains et ultramarins. D'ores et déjà, des négociations bilatérales conduites avec la Chine, la Russie et l'Inde ont permis d'aboutir à une augmentation du nombre de points sur le territoire pouvant être desservis pour des liaisons avec ces pays. D'autres négociations sont également programmées qui permettront, elles aussi, d'élargir les possibilités pour la connectivité des territoires concernés vers d'autres destinations. Et je veux ici tout particulièrement souligner la place des territoires ultramarins qui, plus que tout autre, ont un besoin essentiel d'aviation pour assurer la continuité territoriale avec la métropole. Mais nous avons aussi un enjeu de mieux connecter chacun de ces territoires à son environnement régional. Ceci sera facilité par la mise en place de conférences périodiques de consultation par bassin, qu'il s'agisse de l'océan Indien ou des Antilles-Guyane, sur les sujets d'attractivité et de connectivité aérienne, pour être à la hauteur de l'ambition de notre pays de rayonner partout dans le monde.
Et je vous confirme, cher Serge Letchimy, que ces conférences permettront de déboucher sur des arrangements administratifs pour gérer avec souplesse les droits de trafic. Parce que les territoires, ce sont surtout des femmes et des hommes qui y vivent, la stratégie nationale vise également à mettre le passager au cœur du voyage aérien en facilitant les déplacements dans le respect de l'impératif de sécurité et de sûreté des vols. D'où l'importance d'un circuit passager de porte à porte le plus fluide possible, malgré un contexte de croissance du trafic et d'évolution constante de la menace. Le défi est de taille, nous le savons tous. Et reconnaissons-le, il est plus difficile aujourd'hui de voyager par les airs. La menace terroriste, le nécessaire contrôle aux frontières, l'accès même aux aéroports sont autant d'étapes d'un parcours qui ne cesse de s'allonger et qui impose des délais de précaution souvent plus longs. D'ores et déjà, nous avons levé certaines contraintes avec la fin du double contrôle pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon dans le sens métropole-outre-mer, la validation de l'utilisation des SAS PARAF par les mineurs à partir de 12 ans, et je vous annonce que l'État étendra les dispenses de visas DOM et COM pour les titulaires de visas Schengen afin de faciliter les formalités des touristes se rendant outre-mer. Ces mesures continueront à fluidifier le circuit passager et nous poursuivrons évidemment les autres mesures de simplification en lien avec le ministère de l'Intérieur. Et ces mesures viennent en complément d'une mobilisation des services de l'État et plus largement de toute la communauté du transport aérien qui a permis de ne pas revivre en 2018 les temps d'attente aux frontières inacceptables que nous avions vécus l'été précédent. Cette coordination sera renforcée par la constitution d'un groupe de contact désormais permanent, associant services de l'État et professionnels du secteur autour des sujets de facilitation et de qualification des points de passage frontaliers. Les résultats sont là avec, par exemple, la réouverture des services aériens intra-Schengen pour l'aéroport de Toulouse-Francazal. Nous ferons en sorte que d'autres facilitations suivent dans les prochains mois, par exemple en déployant en 2020 des bornes près de Tchèque, dans le souci d'accélérer le passage aux aubettes. La stratégie entend compléter cet effort en favorisant l'innovation technologique et opérationnelle, à l'instar du programme Vision Sûreté 2 que j'ai lancé au cours des assises. L'objectif est d'encourager l'amélioration du niveau de sûreté et la qualité de service, tout en préservant la compétitivité des opérateurs nationaux par une maîtrise des coûts. Enfin, quatrième conviction, nous ne sommes pas un pays aéronautique comme les autres. Nous sommes son berceau et un des acteurs les plus actifs et puissants au monde. C'est une chance, une fierté bien sûr. C'est aussi une responsabilité, celle de préparer le transport aérien de demain. C'est là le quatrième et dernier axe de la stratégie. Adopter une stratégie pour 2025 nous offre un horizon à relativement court terme pour déployer rapidement nos actions, mais nous devons nous projeter plus loin avec une réflexion prospective sur le transport aérien à horizon 2050 pour garder un temps d'avance dans un monde en perpétuel mouvement. La France bénéficie d'une expertise internationalement reconnue et je veillerai à ce que notre pays continue d'être un acteur incontournable des coopérations techniques entre États. L'aérien est un vecteur de rayonnement de la France. Pour ce faire, j'ai demandé à la Direction générale de l'aviation civile de renforcer ses programmes de formation et d'intensifier son accompagnement des différentes associations professionnelles. Qu'il s'agisse de l'évolution de la filière des drones civils ou de la cybersécurité dans l'aérien, nous devons être à la pointe de ces domaines en développement accéléré. Nous serons aussi à vos côtés pour porter les innovations au service des passagers et des nouvelles mobilités, qu'il s'agisse de favoriser la desserte des aéroports aux moyens de transport moins polluants, de l'inscrire résolument dans une approche intermodale. Jean-Baptiste Djebbari a rappelé l'importance de ces enjeux et le travail engagé dans ce domaine. Par l'ouverture de l'accès aux données dans le domaine de l'aérien ou l'accompagnement de projets, par exemple dans le cadre de la Green Tech verte, l'État veillera à faciliter cette innovation et ces nouvelles mobilités
qui forgeront aussi le transport aérien de demain. Vous le voyez, cette stratégie nous offre un horizon de travail complet, ambitieux, équilibré et affirmé, dans lequel j'entends inscrire pleinement l'action de l'État. Il importe qu'une attention continue à sa bonne application et à son animation puisse être garantie. Je demanderai à cet effet au Conseil supérieur de l'aviation civile d'assurer le suivi régulier de cette stratégie. Le Conseil sera donc réinstallé d'ici l'été. Je tiens à vous remercier à nouveau très sincèrement pour votre contribution à cette démarche. Elle est inédite dans le domaine aérien et elle nous oblige collectivement. La présentation de notre stratégie aujourd'hui est certes la fin d'une première mobilisation, mais elle est surtout le début d'une nouvelle phase, résolument tournée vers l'action et dont la dynamique est entre les mains de tous. Je compte donc sur chacun ici pour la faire sienne et la faire vivre et répondre ainsi ensemble aux défis qui se présentent à nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre.